Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Célébration ce jour à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey du 46e anniversaire de la CEDEAO. Une célébration marquée par une conférence débat sous le thème « Regard croisé sur le processus d'intégration de la CEDEAO de la vision 2020 à la vision 2050 ». Les temps forts de cette cérémonie avec notre reporter Ariat Salah. Cette conférence débat sur le thème regard croisé sur le processus d'intégration de la CEDEAO de la vision 2020 à la vision 2050 rentre dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de la CEDEAO organisée par la représentation de la CEDEAO en collaboration avec les ambassades et consulats des États membres de la CEDEAO accrédités au Niger. Le choix de l'université Abdou Moumouni pour cette conférence est hautement salué par le recteur car l'université est le lieu indiqué pour rendre la CEDEAO visible. Nous avons commencé à élaborer la vision 2050. Une vision 2050 qui sera basée sur le capital humain, une communauté qui va veiller au renforcement du capital humain par les jeunes, les femmes, les enfants. Il y aura une région intégrée, une région paisible, sécurisée, avec les conditions pour un bon développement socio-économique et aussi le respect des droits. Nous avons voulu venir à l'université Abdou Moumouni pour célébrer cette journée parce que nous nous sommes rendus compte que pour le renforcement du capital humain, les jeunes, les femmes, les enfants sont les cibles les plus importantes. Nous sommes venus vers les étudiants pour leur parler de leur institution, la CEDEAO, de ce que la CEDEAO fait, ce que la CEDEAO veut faire pour eux, ce que la CEDEAO attend d'eux. Et tout ça va nous permettre à terme d'aboutir à un développement socio-économique durable. L'ambassadeur du Ghana au Niger s'est dit fier que cette célébration soit destinée aux étudiants et aux jeunes de la région qui représentent l'avenir de la CEDEAO. En tant que citoyens des nations de la CEDEAO, nous devons nous concentrer sur la recherche d'arrangements plus efficaces et coordonnés pour relever nos défis, non pas en tant qu'État individuel, mais en tant qu'une unité collective. C'est l'essence même de l'intégration. Ensemble, par le biais des partenariats et des soutiens, nous pouvons coordonner nos efforts pour promouvoir le progrès social et économique et créer une vie significative pour nos populations. Le ministère de l'Enseignement supérieur a pour sa part salué la pertinence du thème qui demande par ailleurs aux jeunes de saisir l'occasion. Le thème choisi pour la présente journée commémorative constitue tout un programme. L'éducation, la science et la recherche à la CEDEAO. L'éducation, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est le futur et le futur, c'est vous. C'est vous l'avenir de nos peuples, de nos pays respectifs. C'est vous, le Niger de demain, l'Afrique de demain, dans l'universel en toute responsabilité. La pertinence du thème tient alors au fait que l'éducation est la clé incontournable du développement et par voie de conséquence, le principal levier de l'intégration économique et politique. C'est pourquoi je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, saluer ici l'intérêt porté par la CEDEAO à la question de l'éducation dans notre espace. Son ambition est de promouvoir une économie fondée sur le savoir, ne vise que le renforcement du capital humain dans la région. Cela suppose et implique l'harmonisation des politiques éducatives, scientifiques et culturelles.
Il faut noter que la vision 2050 repose sur 5 piliers, à savoir une communauté inclusive avec les femmes et les jeunes, une région pleinement intégrée et prospère, une région sécurisée, stable et paisible, une région dotée d'institutions fortes et respectueuses de l'état de droit et des libertés fondamentales, une région mobilisée pour la transformation et le développement durable. Autre cérémonie qui a eu lieu ce matin, c'est la réception d'un lot de matériel offert par l'ambassade d'Allemagne au Niger et c'est destiné à la police nationale de notre pays. C'était ce matin, donc je disais, dans les locaux de l'École nationale de la police et de la formation permanente en présence de nos reporters Nafissa Zakou et Sadoubi. Un véhicule Toyota Prado pour la coordination nationale de la plateforme de coordination en matière de sécurité du moto Cassia pour la police frontière de la DST, un groupe électrogène de 150 kVA pour l'amphithéâtre, 350 places de l'École nationale de la police et un ordinateur portable pour la direction de surveillance du territoire. Telle est la composition de ce don offert par l'ambassade d'Allemagne au Niger à la police nationale. Ce don rentre dans le cadre du projet renforcement de la coopération entre les institutions de la police du G5 Sahel. Ce lot de matériel, dont le coût est estimé à environ 42 millions CFA, a été offert dans le cadre du projet Police G5, projet renforcement de la coopération entre les institutions de la police G5 Sahel. Financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères allemand, en mise en œuvre par la GIZ, vient s'ajouter à d'autres réalisations déjà faites ou en cours par ce même projet Police G5 Sahel. Il s'agit de la dotation de l'École nationale de police en matériel de visioconférence pour la participation des formateurs de police du Niger au processus d'harmonisation en ligne de 5 modules de formation. La prise en charge de la participation des experts et formateurs de la police du Niger à l'harmonisation des modules fraude documentaire et aux réunions en ligne des responsables de police aux frontières et de la plateforme de coordination en matière de sécurité. L'organisation d'une mission mixte de sensibilisation entre la police et la population sur la gestion de la sécurité aux frontières Niger-Tchad. Très ému par ce geste, le directeur des études représentant le directeur général de la police nationale a salué le dynamisme de la coopération que la République fédérale allemande entretient avec la République du Niger. Cet appui inestimable va dans la droite ligne du renforcement de la politique sécuritaire engagée par nos plus hautes autorités. La mise en œuvre du RCPG5-GIZ s'est illustrée à travers d'importants appuis et réalisations à la police nationale sur 3 axes, à savoir la coopération entre les unités de police des États membres en charge des questions transfrontalières en matière de formation, de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. La production et l'usage des modules harmonisés de formation initiale et continue en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme conformément aux normes internationales. Le renforcement de la communication et la promotion du genre par le secrétariat exécutif du G5 Sahel. Ça ne suivi la remise officielle des clés et d'une visite guidée pour immortaliser la cérémonie. Ce matin, l'Office central de trafic illicite des stupéfiants Octrice a tenu un point de presse à Niamey pour démentir des allégations relatives à la soustraction d'une partie de 17 tonnes de drogue saisie au mois de mars dernier. Cette information publiée par Global Initiative, un consortium de journalistes à l'international, et relayée par les réseaux sociaux et certains médias nigériens. Des précisions avec le porte-parole de la police nationale, Dr Moutari Habou, dans cet élément de Studio Kalangou. Suite à la publication sur le net d'un article intitulé en français « Les jours étranges pour le trafic de hachis au Niger » par un groupe de presse internationale
Global Initiative, relayée par certains organes de presse nationaux, la direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a l'honneur d'apporter le droit de réponse dans la teneur suivante. L'Office tient à préciser que la gestion du dossier de 17 tonnes de résine de cannabis a été faite dans la plus grande transparence qu'il est difficile ou ridicule autant pour moi de croire aux allégations de l'article selon lesquels une partie de la drogue pourrait être soustraite frauduleusement. Les 17 tonnes de résine de cannabis ont été incinérées le 24 avril 2021 conformément à l'article 142 de l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger. L'Office défie par ailleurs quiconque d'apporter la moindre preuve de ces allégations et se réserve le droit de saisir la justice pour que les auteurs de cet article imposteur, qui, de sources bien informées, n'ont jamais mis pied au Niger, subissent la rigueur de la loi. Enfin, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants rassure l'opinion nationale et internationale que ces accusations totalement infondées n'ont aucune incidence sur sa détermination à poursuivre la lutte contre le trafic de drogue au Niger avec le professionnalisme, l'intégrité et la rigueur habituelle. La suite de cette édition d'information, la société de transport moderne STM Ténéré a procédé hier à la remise des témoignages accompagnés des prix aux meilleurs agents de la dite compagnie. C'était en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu de Ismaël Mounir. Récompenser ses meilleurs agents pour leur qualité de prestation, voilà à quoi s'est attelée la société de transport moderne STM Ténéré à travers cette cérémonie. La STM, en dehors de sa mission ordinaire qui est le service régulier de transport voyageurs, participe au développement socio-économique du pays en créant l'emploi direct ou indirect, réduisant ainsi le taux de chômage des jeunes. La direction générale de la STM met l'accent surtout sur la professionnalisation de son personnel afin qu'il soit plus efficace, performant et rentable. C'est à ce titre que des formations ciblées, régulières, sont données par des experts bien choisis. Parmi tant d'autres, je peux citer la formation donnée aux chauffeurs, aux agents de voyage, aux chefs d'agence et d'escale, aux agents administratifs et ceux du contrôle, aux agents du service nouveau chargés de la clientèle, aux agents de terrain, etc., etc. Dans toute œuvre humaine, il y a toujours un besoin d'amélioration, surtout dans notre domaine où la concurrence est pesante. Les autorités présentes à cette cérémonie ont apprécié l'innovation du leader de la compagnie de transport terrestre au Niger. Il y a 2 ans ou 3 ans, nous avons fait le même exercice ici à cette place, au niveau de la STM, pour primer les meilleurs chauffeurs de la compagnie. Aujourd'hui, en plus des chauffeurs, nous avons constaté qu'il y a aussi d'autres agents qui ont été primés.
Et là, nous félicitons vivement la direction générale de la STM, parce qu'à mon humble avis, en tout cas, c'est une société qui fournit de grands efforts, et c'est la deuxième fois en tout cas que je suis convié à une cérémonie de ce genre. Il s'agit là d'une politique incitative qui doit servir de leçon à tous les autres cadres en vue de me faire un rayonnement encore au niveau de la compagnie des transports STM. La société STM a révolutionné le quotidien, le comportement des Nigériens voyageurs. Nous remercions le PDG de la société STM pour cette révolution dans le comportement nigérien à travers tous les types d'activités, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles. Ce sont une vingtaine d'agents qui ont reçu des témoignages de satisfaction accompagnés de prix allant de 100 à 1 million de francs CFA. Un chauffeur de bus a même gagné un ticket pour le pèlerinage à la Mecque à travers un tirage au sort. La STM, une compagnie qui offre des services de qualité. Du sport dans ce journal, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré cet après-midi les acteurs du mouvement sportif nigérien. Une rencontre qui a vu la présence des représentants des fédérations sportives nationales et de membres de l'Union des journalistes sportifs du Niger. Nous retrouvons Ismaël Mouni. Vous allez essayer de prendre contact échanger avec les fédérations sportives nationales et la presse sportive autour d'impôts et ses langues de bois au jeu de ce cadre initié par le tout nouveau ministre de la Jeunesse et du Sport. Pour le rayonnement du sport au Niger, l'action gouvernementale consistera à encourager et soutenir la pratique du sport des jeunes en relevant les défis majeurs ci-après. La finalisation du processus d'élaboration de la politique nationale de sport, l'élargissement des sources de financement du Fonds national pour le développement du sport avec la parafiscalité, la création et l'équipement des centres nationaux de détection et de formation des jeunes talents, la signature des conventions d'objectifs. Pour la période d'avant l'adoption de ce document de politique nationale de sport et pour relever ces défis majeurs et bien d'autres, le ministère, sur la base du programme de Renaissance Acte 3, a décidé de mettre en place une initiative intermédiaire 2021-2022 dont l'objectif général est de faire du sport au Niger un facteur de création de richesse, d'amélioration de bien-être des populations, la promotion du Niger au plan international. La mise en œuvre de cette initiative s'articulera autour de 9 axes stratégiques qui vont être expliqués dans les détails par la Direction générale des sports. Les convives n'ont pas manqué de saluer cette initiative du tout nouveau ministre. C'est une bonne chose que le ministre de la Jeunesse et des Sports puisse inviter toutes les fédérations et de venir s'entretenir et discuter et de se connaître. Je pense que c'est un programme très louable et surtout très avantageux pour l'ensemble des fédérations parce que nous ne pouvons pas faire du sport de haut niveau tant que nous ne développons pas le sport à la base. Il faut qu'on ait une assez grande marge pour le choix des athlètes, pour le choix des futurs champions de ce pays. Il s'agit d'une très très belle rencontre, des retrouvailles entre les membres de la famille sportive du Niger, les fédérations, les syndicats et aussi la presse sportive qui se sont retrouvés autour d'un pot, discuter avec le ministre parce que vous savez très bien que c'est un secteur qui connaît beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis dus à son fonctionnement. Vous savez bien que le sport a besoin d'un appui politique et je pense que ce ministre est arrivé. Il s'agit d'un ancien sportif, d'un ancien dirigeant sportif qui est à la tête de ce ministère, qui connaît les réalités de ce monde-là. Le ministre de la Jeunesse et du Sport invite toutes les fédérations à s'appuyer sur les axes stratégiques de l'initiative pour élaborer et transmettre dans les plus brefs délais leur programme d'activité 2020-2022 au ministère.
Vivement donc pour une collaboration très franche entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et les fédérations sportives. L'actualité hors de chez nous en France, tout d'abord, un agent municipal a été blessé grièvement au couteau à la Chapelle, près de Nantes. Son agresseur, lui, est mort après une fusillade avec les gendarmes. L'attaque s'est produite dans un commissariat de la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Il est aux alentours de 10h30 ce vendredi matin lorsqu'un homme armé d'un couteau entre dans les locaux, poignarde une policière et vole son arme de service avant de prendre la fuite. La fonctionnaire de police est grièvement blessée, mais ses jours ne sont plus en danger. Une vaste chasse à l'homme est ensuite lancée pour retrouver le suspect qui finit par être interpellé puis neutralisé après un échange de coups de feu. 2 gendarmes ont été blessés, un 3e est en état de choc. L'assaillant présumé souffrait de troubles psychiatriques. Il était inscrit au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation, comme l'explique le ministre de l'Intérieur présent sur les lieux du drame. Cette personne, en plus d'être effectivement psychiatriquement atteinte et reconnue médicalement pour cela et suivie pour cela, avait une pratique rigoriste de l'islam. Il a été inscrit au FSPRT, comme je vous l'ai dit. Et encore une fois, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre, il est français né en France. Cette agression intervient un peu plus d'1 mois après celle de Rambouillet, au cours de laquelle une fonctionnaire de police a perdu la vie après une attaque au couteau. Cette nouvelle série de condamnations en Chine, le mania de la presse hongkongais et 8 autres militants pro-démocratie condamnés en prison pour avoir participé à une manifestation interdite voilà 2 ans. C'est la bête noire de Pékin et l'un des principaux visages du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Le géant des médias, Jimmy Lai, vient d'être condamné à 14 mois de prison pour avoir organisé un rassemblement interdit en octobre 2019. Jimmy Lai est déjà derrière les barreaux pour avoir participé à d'autres manifestations. Il écope au total de 20 mois d'emprisonnement. 7 autres militants ont été condamnés avec lui ce vendredi, comme Leung Kwok-hung, une autre figure de la contestation. Je trouve que ce sont des peines très lourdes et une grande menace pour les droits des Hongkongais à se rassembler de façon pacifique, ce qui est normalement garanti par la loi. Après cela, si la police décide d'interdire une manifestation ou un rassemblement, alors nous risquons tous des années de prison. Il y a 2 ans, Hong Kong a été secoué par des manifestations pro-démocratie qui ont tourné à l'affrontement pendant des mois. La Chine a depuis décidé de reprendre le contrôle de l'ancienne colonie britannique en y menant une vaste campagne de répression face à ces dissidents. Elle y a imposé une loi sur la sécurité nationale qui permet d'arrêter toute personne accusée de subversion, de séparatisme, de terrorisme ou de collusion avec des puissances étrangères et permet d'infliger aux Hongkongais de lourdes peines de prison. Plus de 10 000 personnes ont été arrêtées dans le cadre des manifestations de 2019 et près de 2500 ont déjà été condamnées. Mesdames et messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.